Et voilà, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tout le monde. Vous qui nous suivez sur l'ensemble de nos faisceaux digitaux et sur satellite, vous êtes bel et bien sur ETélé et plus précisément sur l'émission Mercredi Politique. Ce soir, Mercredi Politique s'intéresse donc à la question liberté et démocratie, quelles sont les limites. Dans un débat technique, nos invités d'éminents professeurs, des techniciens en la matière, vont vous éclairer du fond en comble sur la question, sur le concept, dans une démarche purement pédagogique. Et en tout cas, vous ne serez pas dessus. Vous aurez retenu quelque chose avant de quitter votre poste téléviseur. C'est l'essentiel que nous allons vous partager. En tout cas, l'essentiel que nous allons partager avec vous ce soir. Nos invités, je le disais tantôt, Dr Aimé Tchefa. Dr Aimé Tchefa, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation sur Mercredi Politique ce soir. Merci. Alors, vous êtes sociologue, politique, analyste politique, chercheur au Centre d'études politiques en Afrique pour le développement. Merci de répondre à notre invitation une fois encore. Alors, merci. Et nous avons également sur ce plateau Dr Fidèle Aïna. Vous êtes enseignant de droit politique à l'université d'Abomey-Calavi. Merci de répondre à notre invitation, Dr Fidèle Aïna. C'est moi, merci. Les téléspectateurs auront du goût, en tout cas du plaisir à vous écouter, parce qu'ils retiendront forcément quelque chose. Tout de suite, je m'en vais demander au docteur Fidèle Aïna, quand on parle de liberté, démocratie, supposons que vous trouvez devant vos étudiants dans l'amphi et tout, et qu'est-ce que vous allez leur dire pour leur permettre de comprendre, de comprendre, de mieux saisir le thème, oui. Je vous remercie, chers journalistes. J'ai oublié de demander votre nom. Théodule Ronsa. Théodule Ronsa, oui. Ok, enchanté alors. Merci de nous inviter sur votre plateau qui reste avant tout, aujourd'hui, ce soir en tout cas, un plateau technique pour nous permettre de professer à peu près ce que nous savons et que nous essayons d'apprendre également. Et votre question sur un plan purement épistémologique, la question de la démocratie, de la liberté et des limites en la matière. Bien sûr. Limites pour la liberté, limites pour la démocratie. Sur un plan épistémologique, cela interpelle beaucoup de questionnements. Ce qu'il faut dire, c'est que poser la question comme elle est posée, on peut encore la reformuler, ça veut dire que nous essayons d'entrevoir une certaine opposition entre un régime dit démocratique et puis un régime qui serait beaucoup plus un autre type de régime, c'est-à-dire un régime monopolistique, parce que le régime démocratique, c'est un régime qui fait la promotion de la liberté, et qu'au contraire de ces régimes démocratiques propices à la promotion de la liberté, nous avons des régimes qu'on va appeler des régimes monopolistiques, des régimes, par exemple, totalitaires, qui ne font pas du tout qui n'ont pas pour vocation la promotion de la liberté. C'est déjà ça, la ligne de démarcation qu'il faut essayer d'établir lorsqu'on parle de liberté affiliée à un régime démocratique et d'absence de liberté comparativement au régime monopolistique. Très bien. Alors, docteur Aimé Tchefa, liberté, démocratie, est-ce que les deux vont de pair ou bien il y a une démarcation nette à faire pour mieux comprendre cerner les thèmes? Merci. Qui parle de démocratie, implicitement ou explicitement, parle également de liberté. Mais qui parle de liberté également, parle de restriction quelque part. Jean-Jacques Rousseau disait « L'homme est né libre, mais partout, il est dans les fers. » Et mieux, Émile Durkheim disait « La liberté est le produit d'une réglementation sociale. » Il ne faut pas oublier la portion réglementation sociale. Est-ce que j'ai toute la liberté sur ce plateau tout de suite de me retrouver nu ou de parler une autre langue dont nous n'étions pas convenus avant le démarrage de cette émission? Non. Et que donc, la vie ensemble, tout court, la vie sociétale, forcément, amène à régir l'espace de droit et de liberté de tout un chacun, et qu'au regard de ce que nous aurons à faire ensemble, forcément,
à un moment donné, nos égaux doivent être contrôlés pour le vivre en commun. Cela étant entendu, et que lorsqu'il s'agira maintenant de vivre un régime qui dépose toute la liberté, selon notre libre arbitre, mais dans le même temps l'encadre et en fait des restrictions pour mieux vivre, et que pour que l'homme, en tant qu'animal politique essentiel, n'oublie pas qu'après tout, étant engagé dans un processus démocratique et de liberté, a aussi la liberté et l'obligation de respecter les dirigeants, les autorités dotées de légitimité, parce qu'il les a élus, et de respecter le choix des autres. Disons qu'au total, il y a une forte imbrication, et que ces deux concepts s'embrassent, s'échappent, se retrouvent, font de la pratique et le vécu politique même, et que dans la politicité de l'homme se pose entièrement tout le problème de démocratie, gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, avec le peuple, et de liberté, ce que prévoit, garantit, protège de surcroît la démocratie. Très bien. Alors, et donc, quand on parle de liberté, vous l'avez dit, liberté, et surtout de démocratie, docteur Aynan, il y a des restrictions, il y a des réglementations, puisque tout n'est pas permis, ce n'est pas le volant, tout n'est pas ouvert, comme beaucoup le pensent, en réalité. La liberté, vous savez, il y a un adage très populaire qui dit que la liberté des uns commence ou s'arrête là où commence celle des autres. Voyez, cela voudrait dire que la liberté, si c'est l'élément sur lequel se focalise liberté, égalité, tout régime démocratique, ce n'est pas pour autant une liberté absolue. Donc, la démocratie n'est pas dans l'absolutisme libéral. C'est beaucoup plus une liberté, égalité. Vous savez, le libéralisme va voir beaucoup plus... va mettre l'accent sur l'égalité juridique pour parler de la liberté, alors que le socialisme va mettre l'accent sur une égalité beaucoup plus matérielle, d'accord? Et donc, cela voudrait dire que la liberté, comme l'a dit mon collègue qui est en face, le docteur Aimé Chefa, ce n'est pas d'être permis de tout faire, avoir la faculté de tout faire, la permission de tout faire, c'est aussi être cantonné par la loi. Et Montesquieu l'a dit, il n'y a pas de liberté en dehors de ce que la loi a autorisé. La liberté n'est possible que dans la mesure où la loi a autorisé cette liberté et protège cette liberté. C'est en cela que les régimes démocratiques sont beaucoup plus propices à la protection des libertés, droits et libertés fondamentaux, et que ces régimes démocratiques, voyez, en vérité, ce qu'on met dans démocratie, c'est la liberté politique. Une liberté politique, gouvernement du peuple par le peuple, pour le peuple, définition attribuée à Abraham Lincoln, mais en vérité qui a pour paternité Périclès. Et donc, la démocratie façonne la liberté de l'homme. Et cette liberté, il s'agit de la liberté naturelle, comme il a rappelé en invoquant Jean-Jacques Rousseau tout à l'heure, liberté naturelle. Et dans son contrat social, Jean-Jacques Rousseau a proposé, pour avoir ce contrat social, pour être dans la société, le contrat social, c'est la loi, en vérité, a proposé que chaque individu dans la société puisse se départir d'une partie ou d'une parcelle de sa liberté pour permettre le vivre commun, le vivre ensemble. Donc cela voudrait dire que la liberté dans l'absolutisme ne peut plus être liberté si ce n'est que la tyrannie. La désinvolture. En tout cas, je me retourne encore vers vous pour vous demander, qu'est-ce qui est permis, par exemple, quand on dit en démocratie, dans le simple, le terre-à-terre, qu'est-ce qui est permis? Et en démocratie, parlant de régime, d'État, qu'est-ce qui est permis de faire, par exemple? Non, vous savez, même si on quitte un régime typiquement démocratique, ce qui est permis n'est permis que dans le sens, en tout cas conformément à la loi. Il y a des textes qui existent et qui régissent un État. Et donc, ce qui est permis
repose sur la loi. C'est la loi qui autorise, qui défend, qui interdit et qui permet. Et donc, tout se fait dans le sens de la loi. Et maintenant, la particularité pour un régime démocratique, c'est l'expression de la liberté. Voyez-vous? Et cette liberté, c'est par exemple à travers le libéralisme politique, le pluralisme politique, expression plurielle des idées, l'autorisation des débats, un débat politique, débat ouvert et non un débat moniste, un débat monolithique. Donc, ouverture des idéologies, la confrontation de plusieurs idéologies, c'est cela ce que promeut la démocratie, au contraire d'un régime monopolistique qui, lui, est dans le monolithisme politique et idéal et idéologique. Donc, l'exclusion des formations partisanes, parce que finalement, on va se retrouver dans un état, non pas de partis, c'est-à-dire de partis multiples, mais dans un état partisan. Un état partisan, c'est l'état à parti unique, l'état qui est assis sur, qui exclut la compétition politique. C'est cela qu'on va appeler l'état partisan. Alors que, et donc, l'état démocratique, le régime démocratique ne permet pas la promotion, en tout cas, la prospérité de ce type d'état partisan, et que ce qui va avec le régime démocratique, c'est l'état de parti et non l'état partisan, l'état de partis multiples, l'état donc du pluralisme idéologique et politique. Alors, docteur Aimé Tchefa, quels sont dans une démocratie, quels sont en tout cas les textes, les lois qu'on pourra retrouver dans une démocratie pour dire qu'elle est une démocratie véritablement libre au service du peuple et pour le peuple? D'abord, je vous invite à faire attention à quelque chose. D'accord. De quelle démocratie parlons-nous? Parce qu'il faut faire attention. On vous parlera quelque part de démocratie populaire. On vous parlera quelque part de démocratie libérale. On vous parlera quelque part de démocratie confessionnelle. On vous parlera de démocratie fondée sur la foi laïque. Et que lorsque vous observez les pays dans le monde qui sont en démocratie, et que ceux qui n'y sont pas ne sont pas nombreux, en tout cas ne se reconnaissent pas comme tels, et que les dirigeants d'une manière ou d'une autre continuent par s'accaparer le pouvoir, il est important de répondre avec précision, de façon directe et franche, en définitive, ce que serait ou ne serait pas la démocratie. Dans tous les cas, ne voulant pas épiloguer sur cette question, parce que tout un chacun de nous, en tout cas, a une idée de ce que c'est que la démocratie. Et qu'au total, dans un régime démocratique, celui qui est l'unique détenteur du pouvoir, c'est le peuple, qu'il donne à qui il veut. Pas le truchement d'élections libres et transparentes, organisées, en tenant compte exclusivement de la volonté du peuple. Et que lorsqu'il n'est pas ainsi, et que les choses ne se produisent pas de cette façon-là, il n'y a que piètre démocratie ou simulacre de démocratie. Il y a des pays que je ne voudrais pas citer ici, qui sont en démocratie, et que depuis il y a ping-pong entre Premier ministre et chef de l'État, et qu'au total, un seul homme a fait 22 années au pouvoir, et que ce pays-là, quand même, est un pays démocratique. Mieux, vous connaissez de grandes démocraties dans le monde où il n'y a pas limitation de pouvoir pour le chef de l'État ou le chef de l'exécutif. Quand bien même l'alternance au pouvoir, la limitation du nombre du mandat, de fait ou écrit sur papier en bonne et due forme, est un indicateur de mesure de performance démocratique. Vous connaissez également des pays où le suffrage populaire n'est pas direct. Le peuple va aux urnes, pas pour élire le chef de l'État, mais pour élire des grands électeurs qui, à leur tour, élisent le chef de l'État. Vous connaissez également des pays au monde où le peuple va aux urnes pour élire les députés qui siègent à l'Assemblée nationale et qui élisent le Premier ministre, qui est donc le patron du pouvoir exécutif. Donc ce suffrage-là aussi n'est pas direct. Vous connaissez aussi des pays où, dans tous les cas, l'élection a lieu à un seul tour, automatiquement et systématiquement, et que l'écart entre le candidat arrivé premier et second peut être d'une voix,
celui-ci est élu en bonne et due forme. Donc, parlons de démocratie. Je voudrais qu'on vienne de ce que... Oui. Il n'y a pas de leçon de démocratie de façon fondamentale à donner. Mais docteur, je ne vous interromps pas. Tous ces exemples que vous venez de donner, est-ce que, selon vous, ça repose véritablement sur une démocratie telle que stipulée, telle que dégagée, telle que enseignée par les pères même de cette démocratie? Est-ce que c'est là, parce que nous avons fait à un essayant rompu, qui peut-être, vous avez vos étudiants, ces milliers d'étudiants qui vous écoutent, est-ce que c'est ça la pratique même? Allons-nous appeler ça démocratie? Écoutez, les pères fondateurs de la démocratie, c'est qui? Ce sont des idéologues. Si nous partons depuis les grands précurseurs, Thomas Hobbes, dans De Cive et Léviathan, on sait ce qu'il a dit. Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau. D'ailleurs, Rousseau même disait, un gouvernement aussi parfait ne saurait appartenir à des hommes. Un gouvernement aussi parfait ne saurait appartenir à des hommes. Lorsqu'on nous demande d'aller aux urnes pour désigner, selon nous, celui qui, parmi les candidats, est le plus à même de conduire aux destinées du pays en toute franchise, en ne recherchant que l'intérêt général, je vous en prie. Permettez que je pense aux candidats de mon village. Permettez que je pense à mon frère. Et que toutes ces raisons en rien ne sont objectives, mais plutôt subjectives. Et que de cette subjectivité aussi se nourrit et se forme la démocratie. En définitive, ce que je voudrais dire est que la démocratie n'est pas une destination, c'est une route. Et tous les États au monde, chacun, ont leur façon de faire leur démocratie. Et ce serait prétentieux de chercher à donner des leçons de démocratie ne tenant pas compte d'environnement local, de contexte local et surtout des réalités propres à chaque peuple au regard de son vécu politique, de son histoire et surtout des faits politiques ayant produit la résultante de ce que ce peuple est en train de vivre aujourd'hui dans le présent. Alors, ça veut dire au total que d'une manière ou d'une autre, la pratique démocratique n'est pas sans laisser à dire ou sans laisser à commenter des faits politiques par des spécialistes de la science politique, de la sociologie politique, d'éminents juristes, des historiens. Ce n'est pas ça qui manquera, mais que dans tous les cas, le mouvement doit être fait et qu'en définitive, le peuple est le dernier mot à dire d'une manière ou d'une autre. Car Rousseau parle également de ce que la liberté est la soumission aux autorités élues. Très bien. Je reviens toujours à l'autre question. Quand on parle de... Alors, quels sont les tests qui doivent exister, bien évidemment, quand on parle de démocratie, selon vous, qu'on doit retrouver dans une démocratie, Alors, quels sont les tests, les lois qui doivent exister, qu'on doit retrouver forcément? La toute première loi, c'est la Constitution. C'est sur la base de la Constitution que tout est fait. Et après, les lois organiques et toutes les autres formes de lois. Mais la Constitution, c'est la loi mère, c'est la Bible, au sein d'une république, sur laquelle il faudrait s'appuyer pour bâtir, pour développer, pour faire en sorte que la stabilité sociopolitique continue par rester et pour faire en sorte que la démocratie soit pratiquée. Dans tous les cas, un État démocratique est un État de droit. Il n'y a pas de droit sans test, il n'y a pas de droit sans loi. Et toutes les lois, en fait, tirent leur source en termes de pertinence par rapport à la Constitution. Et ce n'est pas pour rien que la séparation des pouvoirs, qui est fondamentale dans tout régime démocratique, confère le pouvoir au juge constitutionnel d'apprécier, directement ou indirectement, la constitutionnalité de toute loi, bien entendu, votée par l'Assemblée nationale, puisque c'est elle qui légifère et contrôle l'action gouvernementale. La constitutionnalité, c'est-à-dire, est-ce que c'est conforme à la Constitution? On ne cherche pas la conformité par rapport aux autres lois, mais plutôt par rapport à la Constitution au regard de ce qu'elle est. Elle est sacrée, comme la société. Émile Durkheim disait, il n'y a de sacré
que dans la société et que donc la religion revêt une dimension de sainteté. Il en est de même pour les juristes qui disent qu'il n'y a de sacré qu'à travers la Constitution. Donc, la Constitution, qui est cette loi-là, et toutes les autres lois qui tirent en fait leur essence de pertinence de la Constitution. Ce qui est sûr, disons qu'en démocratie, ce n'est pas parce que les choses ne sont pas interdites qu'elles sont systématiquement autorisées. Et que donc, une loi ne saurait tout prévoir. Et qu'aussi, la morale, la tradition, la bonne culture font partie des sources du droit et que tout être humain, comme le dit René Descartes, le bon sens est la chose la mieux partagée. Le bon sens, entendez ici cela comme la raison. Très bien. Alors, docteur Ayena, nous venons d'écouter docteur Aimé Tchefa sur les lois, en tout cas les tests qui doivent exister au sein d'une société démocratique. À la base même, c'est la Constitution. Et là-dedans, il y a les autres lois, les aspects, en tout cas les lois juridiques, exécutifs, parlementaires, etc. Est-ce que ce n'est pas pour limiter les dégâts que le législateur, en tout cas les pères de la démocratie sont allés à ces séparations de pouvoir, séparation des tests pour que tout soit bien cadré et que chacun reste dans ses limites? Je vous remercie, M. Théodule. C'est bien ça, hein? Oui, c'est bien ça. Voilà. Oui, je vais apporter une précision oui, par rapport à ce qu'a dit mon collègue tout à l'heure, par rapport aux sources du droit. C'est juste pour dire que la morale n'est pas arrangée comme source du droit, normalement. Parce que la sanction de la morale, c'est au niveau de la conscience et que le droit ne sanctionne pas ce qui est sur la conscience. C'est cela qui fait que la morale ne peut pas être acceptée comme source du droit. C'est la même chose pour les règles religieuses également. Et que la règle de droit, c'est ce qui est défini au niveau de l'État lui-même. Bon, c'est sans rentrer dans un autre débat, oui, très diagnostique. Oui, vous avez parlé de séparation, il y a des tests, mais il ne faut pas qu'on se fouvoie. Il n'y a pas que les démocraties qui organisent l'État avec des tests. L'oligarchie aussi, c'est un régime politique, l'oligarchie. Hein, comment dire, la monarchie également, c'est un régime politique. Il y a des tests. Hein, il y a une assemblée qui légifère dans ces monarchies, ou si c'est une oligarchie, il y a toujours un organe qui va légiférer et des organes qui vont exécuter. Il y a des tests réglementaires, tests législatifs. Donc, ce n'est pas le propre de la démocratie que d'avoir des tests qui régissent, qui ordonnancent la vie publique. Alors, ce que je vais dire, séparation, il y a séparation évidemment des pouvoirs lorsqu'il s'agit de parler de démocratie. La séparation des pouvoirs, on peut l'observer aussi dans d'autres formes, dans d'autres types de régimes, mais elle sera beaucoup plus respectée dans un régime démocratique. Raymond Aron, par exemple, pour parler de régime démocratique, vous voyez, quand il a fait dans son ouvrage « Démocratie et totalitarisme », en vérité, l'appellation qu'il fait du régime démocratique, c'est régime pluraliste constitutionnel. Voyez-vous? Donc, je reviens à ce que disait mon collègue Aimé Tchefa pour dire que le régime démocratique, c'est un régime, à la suite donc de Raymond Aron, c'est un régime qui endosse la soumission, hein, qui endosse son principe à travers la soumission de l'État, hein, du pouvoir étatique, hein, à la Constitution. Et dans ce contexte, docteur Ayena, est-ce que ce n'est pas pour... Il n'y a pas un enchevêtrement, c'est-à-dire chevauchement de pouvoir. Est-ce que chacun n'a pas des limites, en tout cas des parcelles de pouvoir qui sont très bien limitées et connues de tous, c'est pour qu'il n'y ait pas conflit de pouvoir? Est-ce que c'est pas pour limiter? Oui, on ne saurait parler de conflit de pouvoir. Il n'y a pas de confusion de pouvoir à entrevoir dans un régime démocratique lorsque la séparation, ce principe théorisé par Montesquieu, est respecté. Et la séparation des pouvoirs, ça veut dire que nous avons essentiellement 3 pouvoirs qui sont constitutionnalisés, dont les attributions sont connues et donc respectées. Et je vous ai parlé de soumission, de l'effectivisme, hein, de la Constitution, donc le constitutionnalisme. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a une Constitution qu'elle est respectée. C'est en cela que nous parlons de constitutionnalisme. Hein, et il y aura constitutionnalisme lorsque la Constitution est respectée dans sa lettre, dans son esprit.
Voyez-vous? Et tout à l'heure, quand il a parlé de chefs d'État africains, notamment, qui vont souvent rechercher à modifier, bidouiller la Constitution pour, en tout cas, perdurer leur séjour au pouvoir, évidemment, c'est parce qu'il n'y a pas cet effectivisme de la Constitution, des textes de loi, de la loi fondamentale. Il n'y a pas de constitutionnalisme, il n'y a donc pas de soumission effective de l'État à sa loi fondamentale. C'est ça qui autorise donc une oligarchie, par exemple, lorsque elle se retrouve au pouvoir central de l'État, de pouvoir bidouiller cette norme fondamentale pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Donc, le simple fait qu'il y ait une constitution, la constitutionnalisation ne suppose donc pas le respect effectif de la Constitution. Encore faut-il passer à une autre étape supérieure. Et c'est ce qu'on va remarquer plus souvent lorsqu'on fait la sociologie politique des régimes politiques qu'on va observer en Afrique, notamment en Afrique subsaharienne. Et qu'on verra que très souvent, lorsqu'il s'agira de parler de démocratie, si on doit faire un tableau comparatif de démocratie, on connaît la démocratie, les principes de la démocratie ne sont pas, mutants, donc ça d'un espace territorial à un autre, ça ne change pas. Lorsqu'on est un régime démocratique, il y a des principes qu'il faut observer. Vous savez, la première classification des régimes démocratiques, c'est une classification aristotélicienne. C'est Aristote qui a fait la première classification et qui a observé que dans la Rome antique, vous avez soit des régimes qui sont gouvernés, c'est tout le monde, donc c'est ça, là, il a appelé la démocratie, soit c'est un seul qui gouverne, et donc il a appelé ça la monarchie, soit c'est un groupuscule qui gouverne, c'est ça qu'il a appelé l'oligarchie. Après lui, Montesquieu en a fait également pour distinguer république, monarchie, démocratie, voyez-vous, ou plutôt despotisme, voyez-vous, lorsqu'il ne veut pas parler d'oligarchie, en tout cas, Montesquieu. Alors, donc, il y a donc cette typologie de régime politique qui vont essayer de prendre des libertés, soit avec la loi, une loi fondamentale, en faisant de cette loi ce qu'ils veulent, oui. Soit alors c'est une démocratie au sens occidental du terme, une démocratie libérale, et dans ce cas, il y a un respect des principes cathodiques de la démocratie. Vous voyez, tout à l'heure, quand mon collègue a parlé, il a fait des distinctions de formulation, de démocratie, d'appellation. Ouais. Évidemment, on a une floraison de cette appellation. On peut parler de démocratie tutélaire. Très souvent, c'est les démocraties qu'on va observer en Afrique qui sont des démocraties tutélaires. Pourquoi tutélaires? Parce que c'est des démocraties... titulaires? Non, tutélaires, parce qu'elles ne sont pas complètes, elles ne sont pas achevées, elles n'ont pas les moyens de leur subsistance, en tout cas de se porter comme régime démocratique. Et donc c'est un peu comme des satellites d'autres démocraties, grandes démocraties, ont besoin des moyens. En vérité, vous voyez, quand je fais comme ça, c'est la, non, ça c'est la supination, et quand je fais cela, c'est la pronation. Donc il y en a qui ont le pouvoir d'être soit en supination, soit d'être en pronation. Donc il y a donc des États démocratiques, mais qui n'ont pas les moyens de suivance, en tout cas, si ce n'est que de dépendre de l'extérieur, une forme d'hétéronomie. Vous voyez, hétéronomie politique. Et donc, comme on le dit très souvent aussi, si on a des pays qui sont développés sur le plan économique, on a aussi des pays qui sont sous-développés. Sur le plan politique, il y a des démocraties donc pauvres, des démocraties sous-développées, et qui ont besoin donc d'une pas hétéronomie, qui ont besoin de l'aide d'autres démocraties plus puissantes. En vérité, lorsqu'on est dans nos contrées africaines, on n'a pas de démocratie au sens libéral du terme. Peut-être même que souvent c'est des démocraties totalitaires que nous avons, bien que l'Afrique n'ait jamais connu le totalitarisme. Démocratie totalitaire, à ne pas confondre avec le totalitarisme, c'est-à-dire que c'est des démocraties où on va parler, tout à l'heure il a parlé de légitimité populaire, de souveraineté populaire, donc c'est une forme de démocratie directe, vous voyez, ou de démocratie libérale lorsque c'est vraiment, il y a une institution, représentative, une démocratie dans une forme de démocratie représentative. Et donc, très souvent, cette technique-là n'est pas encore bien mûrie dans nos expériences politiques de la démocratie, ce qui fait que nous avons une évolution un peu parcellaire en termes de maturité de la démocratie. Il faut savoir aussi que
ce que nous allons appeler l'autoritarisme, parce que c'est ça qui est la gangrène de la démocratie lorsqu'on se retrouve en Afrique subsaharienne, notamment. L'autoritarisme vient gangréner puisque nous avons plus souvent des démocraties autoritaires. Des démocraties autoritaires, qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que... Nous aurons le temps de revenir là-dessus tout à l'heure, si vous mieux expliquer. Docteur Tchefa, dites-nous, est-ce que... je reviens toujours à cette question, et les téléspectateurs sont très exigeants la suivre parce qu'ils veulent comprendre. Est-ce que la séparation de pouvoir, c'est-à-dire quand on parle du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif, du pouvoir parlementaire, etc., est-ce que ce n'est pas pour permettre à chacun de rester dans ses limites, de rester dans ses limites pour faire et travailler, pour faire en tout cas tourner, fonctionner la démocratie? Est-ce que c'est pas ça que les pères de cette démocratie, c'est pas ça qu'ils ont pensé en créant ces limitations, ces séparations? Oui, c'est vrai. Je dis en un premier temps, oui, c'est vrai. En un premier temps, oui. En un premier temps, parce que vous savez, il faut toujours déconstruire. D'accord. En science. Alors, en un premier temps, je dis oui. Montesquieu lui-même a dit que tout homme qui a le pouvoir est porté à en abuser. Et qu'il faut donc utiliser le pouvoir pour arrêter le pouvoir. Cela suppose donc que l'exécutif, comme son nom l'indique, exécute. Mais dans le même temps, il y a un pouvoir qui légifère, qui contrôle son action, en bien ou en mal, qui peut être de connivence avec l'exécutif ou non, qui peut être une caisse de résonance de l'opposition ou non, puisque là-bas aussi, ce sont des politiques qui se retrouvent là-bas. Et qui élaborent aussi des politiques et des politiques publiques, d'une manière ou d'une autre. Ou qui en donnent le pouvoir d'en élaborer. Et que lorsqu'on élabore, on le leur amène, ils le dissèquent et dit donc ce qui va et ce qui ne va pas, selon leur entendement à eux. Dans le même temps, il y a le pouvoir judiciaire dont nous parlons, la justice, qui fait partie des fonctions régaliennes de l'État, ne peut appartenir qu'à un pouvoir bien organisé. Dans le même temps, il ne faut pas commettre l'erreur de croire, par exemple, que la Cour constitutionnelle appartient d'emblée au pouvoir judiciaire. Parce que elle est en fait dans un rôle, en dehors d'un rôle de saisine sur des questions de droits de l'homme, de vider le contentieux électoral en ce qui concerne l'élection du président de la République et d'autres, conformément à la constitution de chaque pays. Il n'y a pas de normes standard en la matière, excepté l'élection du président de la République, même qui d'ailleurs est réservée à la Cour suprême et non à la Cour constitutionnelle, Cour suprême qui ailleurs peut jouer le rôle de Cour de cassation. Donc nous n'allons pas entrer dans ce détail parce que ce n'est pas ça qui importe ici. Et que donc cette Cour a une fonction spécifique qui est celle de régulation des institutions. Et que donc, à ce titre, se retrouve au cœur du système démocratique. On dit que les décisions de la Cour constitutionnelle s'imposent à tout le monde, que vous soyez civil ou militaire, et que donc, lorsqu'elle rend une décision, vous êtes obligé de vous soumettre. Et que dans le même temps, voilà un peu l'une des failles de la démocratie, et que dans le même temps, comment elle se constitue? Le chef de l'État désigne un certain nombre de membres. Je ne voudrais pas avancer des chiffres parce que je reste général. Je ne vais pas parler du cas du Bénin, on parle de 3, et du cas de l'autre côté. Je reste général. Donc, le chef de l'État désigne des membres. Ensuite, le bureau de l'Assemblée nationale, qui peut être contrôlé par l'exécutif, désigne également des membres. Et que ceux-ci se retrouvent et désignent en leur sein un président. Il se peut donc que la Cour constitutionnelle, alors on parle de conseil constitutionnel, je voudrais simplement parler de juge constitutionnel, peut se retrouver donc dans une situation très délicate quant à sa mission de régulation des institutions politiques. Donc, de ce point de vue, on peut espérer que la séparation des pouvoirs est faite pour que tous les pouvoirs ne soient pas contrôlés dans une seule main par
un même et unique individu qui en fait serait le patron de l'exécutif. Parce que dans tous les cas, l'exécutif est comme la tête. C'est le pouvoir qui exécute ce qui a été décidé à l'Assemblée nationale et même pas les autres formes de pouvoir. Il y en a encore d'autres qui ne sont pas formelles, telles que les masses médias. Cela constitue forcément une forme de pouvoir parce qu'elles peuvent vous donner le pouvoir tout comme elles peuvent aussi vous l'arracher. Donc il ne faut pas négliger cela. Alors, de l'autre côté, ce qui est important de mentionner, c'est que le pouvoir soit séparé ou non, dans l'exercice du pouvoir politique, au regard de ce que tout pouvoir est d'essence divine, et que donc ceux qui sont au pouvoir sont portés non seulement à protéger leur pouvoir au péril de leur vie, dans toute forme de pouvoir, que ce soit démocratique ou non, dans l'exercice du pouvoir, il y a beaucoup de couacs, beaucoup de disques qu'on n'arrive pas toujours à distinguer par rapport à la lecture des faits politiques. Et là, quel qu'en soit le degré de séparation de pouvoir, parce que est-ce que dans un régime démocratique, par exemple, l'exécutif dispose de pouvoir pour instruire les siens qui sont à l'Assemblée nationale? La réponse est oui et non. Et que dans l'hypothèse où c'est oui, dites-moi la séparation qui est faite là. Sur papier, c'est fait. Mais dans la pratique, je vous parle de pratique politique. Et dans l'exercice du pouvoir politique, ce n'est qu'une piètre séparation sur papier et tout court. L'exécutif dispose également de pouvoir, dans une certaine mesure, pour réguler le pouvoir judiciaire. Dans d'autres pays, le ministre de la Justice nomme un certain nombre d'acteurs clés dans le système judiciaire et peut les relever de leurs fonctions. Alors, c'est pour dire simplement qu'il n'y a de qualité de démocratie qu'à l'aune des acteurs qui pratiquent la démocratie. Et que donc, la quantité de liberté dont ils disposent, à la lueur de leur conscience, leur permet d'avoir une bonne ou mauvaise démocratie au regard de l'exigence du peuple qui est l'unique détenteur du pouvoir politique. Parce qu'on a vu aussi sur cette planète des chefs d'État démocratiquement élus avoir leur mandat écourté par le peuple qui dit qu'il ne connaît pas de mandat et que de facto a installé dans le fauteuil du président de la République des militaires qui en même temps se sont conformés à la vie civile, ont-ils dit. Donc, séparation du pouvoir ou non, dans la pratique démocratique, il y a toujours des limites. Dans l'exercice du pouvoir politique, il y a toujours des limites qui se laissent et que ceux qui s'intéressent à la chose politique pourront toujours lire, analyser et commenter. Oui, des limites qui sont c'est-à-dire à la foulée des intérêts politiques, parce que au-delà de tout ce qu'on dit, docteur Aïna, il y a les intérêts politiques et c'est ça d'ailleurs peut-être qui fait vivre la démocratie et qui nourrit en fait la démocratie. Est-ce que vous partagez cette vision avec ceux qui le pensent? Je ne sais pas qui sont ceux qui le pensent. Oui, parce que, voilà. Quoi qu'on dise... Oui, mais j'ai une pensée, par contre. C'est pour dire que, évidemment, la vie politique n'est pas structurée en dehors des intérêts, que ce soit des intérêts systémiques ou des intérêts individuels, personnels. Donc, c'est tout à fait logique et normal jusque-là. Mais je reviens sur ce concept de séparation, cette théorie de la séparation des pouvoirs, puisque, à l'occasion, donc, c'est Montesquieu que nous avons convoqué sur ce plateau pour expliciter sa théorie de la séparation des pouvoirs. Montesquieu lui-même reconnaît la faiblesse d'une séparation des pouvoirs dans sa forme rigide. Et pour cela, il a préconisé qu'il puisse y avoir de collaboration. Ce qui veut dire que la séparation des pouvoirs telle que théorisée par Montesquieu n'exclut pas la collaboration des pouvoirs. D'abord, la démocratie, ce n'est pas un régime parfait, c'est le moindre mal. Si on doit élaborer une théorie du meilleur régime qui soit au monde,
on ne dira pas que c'est la démocratie. Mais lorsqu'on a observé les autres formes de régime, le totalitarisme, et on connaît dans l'histoire du monde les séquelles que le totalitarisme a laissées et encore continue de faire dans d'autres États. D'accord? Donc, et si on prend un régime dictatorial, on sait très bien, lorsqu'on prend un régime tyrannique, despotique, on sait très bien en termes de liberté ce que ça coûte pour le paisible peuple. Alors, la démocratie, dans ce sens-là, apparaît comme le régime du moindre mal. Ce n'est pas un régime parfait, il est perfectible, mais c'est le régime du moindre mal. Alors, la séparation des pouvoirs autorise donc leur collaboration et l'exécutif, vous savez très bien, parce que Montesquieu n'est pas dupe lorsqu'il a pensé ce concept de séparation, cette théorie de séparation des pouvoirs. C'est juste pour cantonner chaque organe politique ou administratif dans son champ d'attribution pour qu'il n'y ait pas empiètement des uns sur le champ des autres. Alors, mais il n'empêche que, et nous le savons très bien dans tout régime politique, que l'exécutif a l'initiative des lois à travers les projets de loi. C'est sûr. Et pourtant, c'est le Parlement qui va légiférer. Il y a des groupes parlementaires qui sont d'obédience du gouvernement et qui sont à l'Assemblée qui vont légiférer. Ce qui veut dire qu'il y a déjà voulu de façon institutionnelle une collaboration des pouvoirs. Et de la même manière, ce qu'on va appeler l'habilitation législative, le pouvoir de prendre, par exemple, un budget, etc., ou de décider par ordonnance. C'est une habilitation législative. C'est l'exécutif qui le fait, c'est le chef de l'État qui le fait. Voyez-vous ça? Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas dans un régime systématique de séparation. Il y a toujours cette synergie qui est recherchée, qui est voulue, qui est entretenue institutionnellement. Et Montesquieu, lui-même, lorsqu'il va parler de pouvoir, il a reconnu le pouvoir exécutif, le pouvoir délibératif, et puis il arrive au niveau de l'organe judiciaire et il parle de pouvoir judiciaire et en même temps, rapidement, il n'accepte pas le concept de pouvoir judiciaire et c'est en cela qu'il a parlé d'autorité judiciaire pour dire que le juge, il est pensé comme la bouche de la loi et compte tenu du fait que, vous savez, il y a ce qu'on va appeler la magistrature assise et puis la magistrature debout qui est plus d'obédience, du ministère, donc de l'exécutif. Donc il est difficile de concevoir que cette magistrature debout ne reçoit pas des instructions, ou plutôt des injonctions de la part du pouvoir du gouvernement central. Donc, Montesquieu a du mal lui-même avec cette idée de concevoir le pouvoir judiciaire comme étant un pouvoir sur le plan conceptuel, mais plutôt comme une autorité pour montrer quand même qu'il y a une forme dans l'indépendance, il y a une forme de dépendance. Et donc, toutefois, cela n'exclut donc pas la collaboration, la synergie d'action publique entre les trois formes de pouvoir, et donc l'autorité judiciaire avec, et de façon à ce que chacun puisse dialoguer avec l'autre pour permettre l'action publique. Vous avez parlé tantôt du totalitarisme non, bien sûr. En Afrique. Alors, est-ce que ce n'est pas le fait de ne pas vouloir respecter les tests limites prévus par la démocratie en tout cas, on assiste à ces déviances qu'on observe? Au fond, je ne vais pas raisonner en termes de déviance, j'ai un sociologue qui est devant moi, je sais très bien que, voilà, il ne va pas accepter également que je puisse dire qu'il y a déviance, sinon je serais normativiste, et que, voilà, non, je ne parlais pas en Afrique de totalitarisme, je disais que l'Afrique n'a pas et n'a jamais connu expérimenter le totalitarisme. Le régime totalitaire, ça n'a jamais existé en Afrique. C'est par confusion de gens que très souvent certains vont penser que l'Afrique a baigné aussi dans le totalitarisme. Quand on se rappelle de Mobutu Sese Seko dans son régime, ce n'était pas des totalitarismes. Quand on se rappelle de Mathieu Kérékou sous la Révolution, non, ou bien de Eyadema, bien sûr. Bon, voilà, Mathieu Kérékou 1, et puis Eyadema, etc. Je passe sur les autres détails. Donc, ce n'étaient pas des régimes totalitaires, mais plutôt des régimes autoritaires. Vous voyez, c'est des politologues qui se sont levés autour des années 60, qui ont observé à la suite des décolonisations, les régimes politiques qui ont été implémentés en Afrique subsaharienne notamment, et qui
se sont aperçus, lorsqu'on veut faire une classification comme Aristote l'a fait, comme Montesquieu l'a fait, on veut faire une classification par rapport à l'observation empirique des régimes politiques qu'on découvre à la suite des décolonisations en Afrique. Il est difficile de parler de démocratie. Vous savez, l'Afrique décolonisée a expérimenté la démocratie de 1960 à 1963 et puis s'est arrêtée parce que les premières élites politico-administratives se sont aperçues que ce n'était pas possible. On n'était pas encore, le peuple n'est pas mûr pour absorber ces principes démocratiques. Il fallait procéder comme des instituteurs pour leur inculquer la voie qui mène à la démocratie. Donc c'est un chemin à faire. Donc plus de démocratie depuis 1963 jusqu'à l'effondrement de l'URSS, donc le mur, la chute du mur de Berlin et démocratisation à partir de 1990. Alors, quel régime on a pu observer en Afrique? Et donc des politologues et puis des juristes ont convenu que ce n'étaient donc ni des régimes totalitaires, ni des régimes démocratiques, mais plutôt des régimes autoritaires. C'était de l'autoritarisme. Je ne vais pas, m'installer sur les formes d'autoritarisme qu'on peut observer, sinon ça fera long. Et donc, et alors, cet autoritarisme-là se justifie historiquement, mais aussi culturellement. Je ne vais pas entrer dans les détails non plus. Et alors, donc, les Africains, l'élite politico-administrative africaine a voulu mettre en place l'autoritarisme, sans cela que le gouvernement, il est fort. Regardez, observez juste, vous prenez un pays comme le Bénin, le régime, il est présidentiel. La métropole colonisatrice, c'est la France, avec un régime parlementaire. Beaucoup de pays africains francophones n'ont pas opté pour ce régime parlementaire, à la française, avec un premier ministre. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'on n'est pas suffisamment mature? Non, c'est parce que justement, il ne faut pas partager le pouvoir. Et donc, le modèle qui a inspiré c'est les constituants, les premiers constituants, c'est donc un maillage avec le parlementarisme français et puis le présidentialisme américain. Parce que vous voyez, donc un gouvernement qui est plutôt monocéphale, le chef de l'État, il est chef de l'État, chef du gouvernement, il est plus fort. Oui. Sans cela que nous avons des régimes forts. Et c'est cela l'autoritarisme. Et c'est ça maintenant, lorsque nous avons démarré le processus de démocratisation, il est difficile de pouvoir changer du jour au lendemain pour devenir des régimes où on accepte, où l'Africain dans sa psychologie politique va accepter de partager le pouvoir. Il a envie de tout contrôler pour être sûr de bien contrôler. Donc, c'est un peu cela, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui encore, pour des empiristes, on pourra parler de démocratie démocratie autoritaire dans la pratique. Vous voyez, je ne peine pas pour le dire, lorsque vous prenez le régime du président, nous sommes au Bénin, soyons empiristes avec le Bénin, le régime du président Yahi Boni, il est, et c'est normal, c'est une conséquence de l'histoire, il est resté dans une forme de démocratie autoritaire. Tous les autres régimes qui ont précédé ont également expérimenté une forme de démocratie autoritaire, puisque nous sommes dans une administration autoritaire, c'est-à-dire ce qu'on appelle encore l'administration autoritaire, c'est ça, l'administration néopatrimoniale. Pourquoi? Parce que je vais invoquer ici Max Weber pour dire que lorsqu'on va parler de bureaucratie, la démocratie, ça va avec la bureaucratie, une forte institutionnalisation, donc la bureaucratie, mais il n'est pas possible. Vous savez, Max Weber lui-même va distinguer les trois formes d'autorité, charismatique, et souvenez-vous, Yahi Boni, charismatique, beaucoup. On essaie de construire, même Mathieu Kérékou, de construire le mythe du charisme sur le chef de l'État. Donc ça veut dire qu'il y a ce maillage-là dans notre administration, une administration charismatique, autorité traditionnelle. Regardez aujourd'hui, la chefferie traditionnelle continue de persister. Nous sommes une république, mais cependant, nous sommes aussi des royautés. C'est un peu de l'antinomie, c'est du paradoxe. Ça veut dire que la démocratie, ça veut dire que la République n'a pas su, déposer totalement les monarchies, les micro-monarchies que nous avons. Donc, de ce fait, nous sommes dans une forme de patrimonialisme, de néopatrimonialisme, ce qui fait qu'une bureaucratie weberienne, une administration weberienne institutionnalisée ne peut exister dans notre administration. Très bien, docteur Aina. Alors, docteur Aimé Tchefa, est-ce qu'une démocratie autoritaire telle que définie apporte quand même un développement au pays ou à des limites constitue en tout cas un frein pour le développement d'un pays? Moi, je fais partie, d'emblée, je le dis, c'est ma conviction, de l'école qui croit que, au fond, de façon fondamentale, ce n'est pas le régime politique
qui, au fond, tracent la voie de façon effective pour le développement. Le Japon ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui s'il n'avait pas connu l'ère Meiji avec Mosu Ito. La Chine, depuis 3 ans, est la première puissance économique du monde. Il n'y a qu'un seul parti politique en Chine et les Chinois ne sont jamais allés à des élections démocratiquement ouvertes telles que vous et nous connaissons ici. Alors, cela reste toutefois. Ce qui fait la force de la Grande-Bretagne, c'est sa démocratie. Ce qui fait la force de l'Allemagne, c'est sa démocratie. Ce qui fait la force de la France, c'est sa démocratie. Je nuance. Et je dis, le docteur Aina a déblayé entièrement le terrain. Il ne reste plus de travail à faire. La seule nuance que je voudrais apporter, c'est que dans tous les cas, je l'ai dit, et c'est ça qui est important, la démocratie n'est pas une destination, c'est une route. Que la démocratie soit nouvelle, ancienne, rétablie, et que même là encore, je dis, de quelle démocratie parle-t-on? Et là, je m'interroge du point de vue anthropologique. Moi, j'ai assisté au moins 2 fois à l'élection du Sounon Sero, qui est le souverain numéro 1 du Baroutem. J'ai assisté à l'élection du roi de Tobré, dans le Baroutem, où on prend sa main pour dire, vous connaissez tel candidat, vous connaissez son père, vous connaissez sa mère, et ceux qui sont de sa lignée sentent son panégyrique. Et que lorsqu'il n'est pas reconnu, automatiquement et systématiquement, il est rejeté. C'est une forme de démocratie, je vous en prie. Puisque ne dites pas que rien n'existait ici. Là, je raisonne en tant qu'anthropologue. Quelque chose existait. Et nous ne sommes pas tenus de faire exactement ce que les autres font. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Et que chaque peuple a sa façon d'organiser et de constituer son pouvoir. Et dans la façon d'organisation et de constitution du pouvoir, il peut avoir des ressemblances comme il peut avoir des divergences. Ce qui est important, c'est de trouver sa voie et de bâtir ce que l'on voudrait bâtir. De mon point de vue, c'est la conscience, le travail, le respect des lois, la mentalité, le patriotisme, le zèle que nous avons pour notre pays, qui sont les facteurs importants. Le respect du bien public, la citoyenneté tout court, qui sont les facteurs importants pour le développement d'un pays. Dans des régimes démocratiques, ici, sur cette planète, on a vu des dirigeants tout dérober dans leur poche. Il y en a dans des pays, on ne voudrait pas les citer, pour éviter des polémiques. Et pourtant, ils sont en démocratie. Et on connaît dans le même temps des pays dirigés pendant un quart de siècle, pratiquement par une dynastie, et que, telles que les affaires ont été conduites, cela a permis une saine émulation et qu'aujourd'hui, ces pays-là sont propulsés. C'est donc pour dire, selon moi, selon mon école, je sais que cela suscitera de débats et la démocratie n'est pas une sorte de panacée à tout. C'est ça. Alors, et puis, on en revient, puisqu'on tire tout doucement vers la fin de l'émission. Alors, quand il faut parler aujourd'hui de liberté en démocratie par rapport au comportement de l'individu, parce qu'il y en a, on se souvient, en 90, quand on a parlé de démocratie, nous sommes en démocratie, il y a eu des dérapages, il y a eu des exacerbations. Bon, je suis face à un sociologue, donc il faut contrôler les mots, mais il y a eu beaucoup de dérapages pour le citoyen. La démocratie, là, nous avons abordé le côté, l'aspect institutionnel, mais pour le citoyen, quelle doit être sa compréhension de la liberté démocratie? Nous avions commencé par le dire, la liberté est le produit d'une réglementation sociale. Très bien. On n'a pas toute la liberté et on ne saurait l'obtenir, rien que de part que ce que la vie nous réserve. Et il ne peut pas avoir un libre arbitre. On ne peut pas faire ce qu'on veut. La liberté, je l'ai dit, c'est aussi votre capacité à vous soumettre aux autorités démocratiquement élues. Puisque ceux-là, dotés de légitimité, ne peuvent plus être contestés. La liberté, c'est également vivre et laisser vivre. La liberté, c'est le droit à la différence. La liberté, c'est choisir et laisser choisir. La liberté, c'est ma façon de concevoir contre celle de l'autre. Et que lorsque nous n'avons pas même opinion d'un même fait, qu'il soit politique ou vital, que chacun expose son opinion, les unes collées à côté des autres, et qu'on aille aux unes pour nous faire départager. La liberté, c'est un imbroglio de tout
Et au total, c'est une forme de prison confortable. C'est comme quelqu'un qui se marie, il perd sa liberté, mais dans le même temps, il en garde quelques pans. Et c'est le courage d'avoir perdu, au fond, le libre arbitre et de recouvrer la liberté qui fait de lui un homme mûr, mature et socialement accompli. Un peuple mûr de libertinage n'aura jamais la stabilité, ne pourra donc pas réfléchir au processus de son développement. Faisons bien la nuance entre liberté, libre arbitre, libertinage, liberté à voler sans restriction, qui en fait ne peut être que chimérique, puisque le monde même s'est établi avec l'ordre et la structuration, et la liberté est présente en tout et partout, si nous parlons de démocratie, ou même du vivre en commun, mais avec toutes les formes de restrictions bien encadrées par la loi et la réglementation législative. Merci, Dr. Chifa. Alors, Dr. Aïna, même question parce que ça concerne l'individu, la dignité humaine. Parce que, en tout état de cause, on ne peut pas parler de démocratie, de liberté sans parler de paix, sans parler du comportement même du citoyen, qui est la dignité humaine, la personne au cœur de tous ceux dont on parle ici. Oui, je vous remercie. Je vais dire que lorsqu'on parle de démocratie et qu'on recherche une affiliation par rapport à la liberté, il faut aussi concevoir que la démocratie ne suppose pas l'anarchie. La démocratie, ce n'est pas l'anarchie. Donc, pour revenir sur le plan de la conception des représentations sociales, de l'imaginaire collectif sur le concept de liberté dans un régime démocratique, et évidemment, il y a eu des écueils pour nos concitoyens béninois. Depuis notre accession à ce régime politique, la démocratie, beaucoup pensent que démocratie, liberté, c'est liberté de tout faire et qu'il n'y a plus de contrôle social, etc. C'est une erreur. Donc, mais de quelle liberté il s'agit plus fondamentalement? Moi, je voudrais opiner sur celle-là, la liberté politique. Et cette liberté politique, c'est dans, comment dire, le pluralisme partisan, le pluralisme politique, le libéralisme politique, économique, le libéralisme, comment dire, idéal, le pluralisme idéal. Cela voudrait dire le débat politique ne peut pas rester un débat monolithique, un débat moniste, mais un débat beaucoup plus ouvert, un débat pluraliste. Et si c'est un débat pluraliste, cela voudrait dire qu'il y a une sorte d'ouverture à tous les acteurs, quels qu'ils soient, pour que, voyez-vous, l'agora politique que constitue la démocratie soit le prétoire où tout le monde a droit, n'est-ce pas, comment dire, à la parole politique, à l'intervention politique, et que chacun puisse participer à la gouvernance politique de ce pays. Vous voyez, on parle aussi de démocratie participative. Aujourd'hui, les évolutions en termes de démocratie à la base, puisque nous avons mis en place le processus de la réforme de décentralisation pour encourager ce processus de démocratisation, de démocratie, et pour mieux faire, on parle de démocratie à la base. La démocratie à la base, c'est intéresser la participation active, proactive de tous les citoyens, de tout le peuple, sans exclusive. Et donc, démocratie participative, c'est exactement la même chose, la participation sans exclusive de tout le monde au débat politique et contradictoire. Et en même temps, votre mot de fin, Dr. Aïna, puisque nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Ben, je voudrais citer, puisqu'on a beaucoup convoqué Montesquieu ici, je voudrais le citer juste quand il dit que pour règle générale, toutes les fois qu'on verra tout le monde tranquille dans un État qui se donne le nom de République, on peut être assuré que la liberté n'y est pas. Merci beaucoup. Alors, docteur Mechifa. Oui, je voudrais dire que, étant donné que la démocratie est le terreau de notre culture politique, il faut faire en sorte que nous ayons également une culture démocratique. Il n'y a pas de démocratie sans culture démocratique. Et que, dans ce sens, le peuple doit agir, ou tout peuple tout court doit agir pour que la légitimité de ces dirigeants ne soit pas une légitimité divine, mais une légitimité populaire. Et pour y arriver, il faut utiliser avec conscience et bon essence la liberté à nous doter, sans la transformer en libertinage, et faire en sorte que le recouvrement de cette liberté ne soit pas un regret pour les dirigeants et les autorités
politique. Je voudrais finir en disant tout mon plaisir d'avoir partagé ce plateau avec mon aîné et ami, le docteur Fidèle Ayena. C'est la première fois que nous nous retrouvons sur un plateau que nous co-partageons. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir partagé. C'est, comment dire, nous on se connaît depuis fort longtemps, depuis le lycée et le collège. Donc on a évolué ensemble, donc on se connaît très bien, on s'apprécie beaucoup. Merci. Voilà. Merci donc à vos chers invités. Je rappelle que nous étions sur ce plateau avec le docteur Fidèle Ayena. Il est enseignant de droit et de sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons également docteur Aimé Tchefa. Il est sociologue, analyste politique, chercheur au Centre d'études politiques en Afrique pour le développement. Merci d'être resté avec nous, en tout cas d'avoir tenu en haleine les téléspectateurs qui ont beaucoup appris par rapport à ce thème assez